Il y avait trop de douleurs, trop de choses méprisables dans cette guerre entre frères. La défaite devait être préférable à continuer de tuer et de mourir. Fin de citation. Pendant 3 années brutales, dans les campagnes vallonnées et les chaînes de montagnes du sud, ainsi que dans des villes peuplées comme Madrid, Barcelone et Malaga, l'Espagne a subi le massacre et la boucherie de la guerre civile, alors que les républicains combattaient les nationalistes, un conflit qui a vu le massacre de plus de 500 000 personnes, civils et combattants confondus. Les effusions de sang à des endroits comme Badajoz, Irún, Guadalajara, Teruel et Lèbres se sont gravés dans la psyché nationale, et des récits populaires tels que Guernica de Picasso, pour qui sonne le glas d'Hemingway, et Hommage à la Catalogne d'Orwell parmi d'autres, ont fait en sorte que le monde n'oublie jamais la Guerra Civil Española. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous aventurons dans les années cauchemardesques de l'Espagne, de 1936 à 1939, le conflit le plus sanglant que l'Europe occidentale ait connu depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Bienvenue dans Guerre du Monde. Les guerres civiles éclatent à la suite de l'interaction complexe de tensions politiques, sociales, économiques et régionales qui se développent sur des décennies, voire des siècles dans certains cas. Et tout au long du 19e et du début du 20e siècle, l'Espagne avait souffert d'une instabilité politique chronique et de la corruption. La maison de Bourbon, une dynastie originaire de France et établie comme monarchie en Espagne par le roi Philippe V en 1700, a été à plusieurs reprises contestée par les républicains, les libéraux, les dictateurs et les régionalistes. Et bien que l'actuel roi d'Espagne, Felipe VI, soit toujours membre de la maison de Bourbon, leur souveraineté a été renversée puis rétablie pas moins de 4 fois depuis 1700. L'Espagne a constamment manqué d'une démocratie parlementaire stable et dans une tentative de créer une monarchie constitutionnelle avec des gouvernements libéraux et conservateurs alternants, une période appelée la Restauration a été instaurée en 1874. Étant largement antidémocratique et de plus en plus déconnectée des réalités sociales, elle s'est finalement effondrée en 1931 à la suite de la chute de la dictature soutenue par la monarchie de Miguel Primo de Rivera, qui avait pris le pouvoir par un coup d'état militaire en 1923. La promesse nationaliste de Rivera de rétablir l'ordre conservateur, d'urbaniser les masses et d'apporter la prospérité économique a d'abord été accueillie favorablement. Mais malgré la répression temporaire des troubles civils et peut-être le fait de s'attribuer injustement le mérite du boom économique qui a suivi la Première Guerre mondiale, la dictature n'a pas pu masquer les fissures non profondes de la société espagnole. Et Dos Rivera a démissionné en mars 1930 alors qu'il avait perdu le soutien populaire. Le 14 avril de cette année-là a marqué le retour à la Seconde République espagnole et un nouveau gouvernement démocratique déterminé à introduire des réformes ambitieuses et une redistribution fondamentale du pouvoir social et économique en Espagne, ce qui a alarmé les secteurs conservateurs de la société, les monarchistes, l'armée et surtout l'Église. La laïcisation de l'éducation, l'introduction du droit de vote et de l'éducation progressive pour les femmes, les lois sur le mariage civil et les restrictions sur les célébrations et les processions ont réduit le contrôle et l'influence de l'Église sur la population. L'autorité catholique a vu la restructuration de la République comme une attaque contre la religion traditionnelle et la culture espagnole. Les réactions de l'armée espagnole face aux réformes de la République sont devenues de plus en plus hostiles et méfiantes au cours des 5 années de gouvernement, en particulier au sein du corps des officiers, qui étaient alignés sur des valeurs conservatrices, autoritaires et nationalistes. Le Premier ministre de la République, Manuel Aciana, visait à la fois à moderniser et à démocratiser l'armée, qui jusque-là jouissait en grande partie d'une autonomie indépendante et incontrôlée, constituant presque une faction d'élite. Citation. Depuis la fin de l'Empire, le corps des officiers était devenu une caste de plus en plus refermée sur elle-même. Les académies militaires favorisaient massivement les fils d'officiers. Les filles d'officiers épousaient des membres de familles militaires. C'était un monde où l'autorité militaire avait de moins en moins de liens personnels avec la classe ouvrière du pays. À la principale académie militaire d'Espagne, à Saragosse, le personnel enseignant était principalement composé d'officiers coloniaux connus sous le nom d'africanistes qui s'étaient endurcis lors des campagnes au Maroc. L'académie est donc devenue le terreau des idées de renaissance impériale,
de l'armée comme gardienne et sauveuse de l'Espagne, et ainsi une partie intégrante de la politique émergente de l'ultra-droite nationaliste. En réponse, l'une des premières deux mesures marquantes de la République fut de fermer Saragosse en juin 1931, ce qui mit en colère les durs comme le général Emilio Mola et Francisco Franco, qui avaient tous deux perdu statut et influence et allaient plus tard mener le coup d'État en 1936. Malgré l'urbanisation industrielle, le pays restait une société majoritairement agraire, avec des divisions marquées entre les riches propriétaires terriens et les paysans misérables. Dans le sud de l'Espagne, une petite élite traditionnelle possédait de vastes domaines appelés latifundia, tandis que les paysans sans terre vivaient dans une pauvreté extrême et travaillaient souvent de façon saisonnière avec des résultats financièrement intenables. Dans les villes, les ouvriers industriels enduraient des conditions difficiles, des salaires bas et peu de protections syndicales ou professionnelles, ce qui a donné naissance à de puissants mouvements anarchistes et socialistes, notamment dans des régions comme la Catalogne au nord et l'Andalousie au sud. Les années de prospérité de la décennie précédente s'étaient évanouies, laissant derrière elles un chômage de masse et des métiers surpeuplés. Suite au retour d'un gouvernement conservateur en novembre 1933, inévitablement, les choses ont atteint un point critique. En octobre de l'année suivante, des militants socialistes ont tenté de reprendre un semblant de contrôle par une grève générale révolutionnaire, ce qui a entraîné des conséquences dévastatrices. Alors que ce mouvement s'est rapidement essoufflé dans des régions comme la Catalogne ou Madrid, les mineurs de charbon de la principauté du nord des Asturies ont déclenché une insurrection armée de masse, occupant la capitale Oviedo et incendiant plus de 50 églises, couvents et autres sites religieux, ainsi qu'en exécutant un certain nombre de personnes en position d'autorité. Mobilisant plus de 30 000 ouvriers, la défense n'a duré que 2 semaines. Les forces espagnoles sous le commandement du général Eduardo López Ochoa y Portuondo ont écrasé le soulèvement, déchaînant les bombardiers de l'armée de l'air dans le ciel au-dessus des villages des Asturies, bombardant les villes côtières depuis des navires au large et inondant le terrain de troupes d'infanterie belliqueuses. Par la suite, une répression dure et étendue s'ensuivit dans toutes les Asturies. Les garanties constitutionnelles furent suspendues dans toute l'Espagne. 30 000 personnes furent emprisonnées et beaucoup d'entre elles furent torturées. Les locaux des partis et syndicats furent fermés et la presse de gauche réduite au silence. Les conseils municipaux socialistes furent renversés. Les fonctionnaires de gauche ou libéraux ont subi de la discrimination. Et partout, les employeurs et la direction en profitèrent pour licencier en masse les syndicalistes et les militants de gauche. Fin de citation. Lorsque des élections générales furent convoquées 2 ans plus tard, en 1936, la gauche s'était réorganisée et unie dans une coalition cohésive de forces progressistes appelée le Front populaire, qui remporta facilement les élections de février. Le pays sombra alors rapidement dans l'anarchie. Des masses révolutionnaires se sont descendues dans les rues, libérant des prisonniers qu'elles pensaient avoir été condamnés à tort. Les bâtiments conservateurs et les églises ont été envahis puis incendiés, les électeurs de l'opposition ont été attaqués et leurs commerces saccagés, et des hommes politiques de premier plan ont été assassinés chez eux. Sous prétexte de rétablir l'ordre, Franco et Müller avaient proposé la loi martiale. Mais lorsque cela a été refusé, ils ont eu recours à un coup d'État militaire pour renverser la République, soutenu par des sympathisants nationalistes et avec l'appui puissant des forces armées. Le 17 juillet, Franco a mené la Légion étrangère espagnole et l'armée d'Afrique dans une attaque contre le sud du continent. Pendant ce temps, Mola a mobilisé des troupes dans le nord. La guerre civile avait éclaté. Né dans une société relativement aisée de la région nord de la Galice, Francisco Franco Bahamonde a vu son adolescence marquée par les campagnes coloniales brutales d'Afrique du Nord, une période qui a non seulement forgé sa réputation de soldat compétent et impitoyable, mais a aussi profondément façonné sa vision autoritaire du monde, posant ainsi les bases de la doctrine militaire et des tactiques qu'il déploierait plus tard avec des effets dévastateurs pendant la guerre. À seulement 14 ans, Franco est entré à l'Académie militaire de Tolède en tant qu'élève officier en 1907 et il en est sorti 4 ans plus tard avec le grade de sous-lieutenant.
Cherchant rapidement la promotion et le prestige, il a été affecté aux Fuerzas Regulares Indígenas, une unité d'infanterie composée de soldats coloniaux et d'officiers espagnols, connus sous le nom d'Armée d'Afrique, et il a ainsi été envoyé sur le continent où l'on disait qu'il recevrait la caja ou la faja, autrement dit, en anglais, un cercueil ou une écharpe de général. Déployé au Maroc espagnol en 1913, une colonie où l'Espagne menait un conflit long et brutal contre la tribu indigène Amazigh dans une campagne connue sous le nom de Guerre du Rif entre 1911 et 1927, Franco attira rapidement l'attention par sa discipline rigoureuse, son stoïcisme et sa compétence tactique au milieu du chaos du champ de bataille. Il ne fut blessé qu'une fois au combat, recevant une balle dans l'abdomen lors d'un assaut contre une position de guérilla à Elbitz, et on ne s'attendait pas à sa survie. Pour ses actions, il reçut la plus haute distinction espagnole pour bravoure, la Cruz Laureada de San Fernando, ainsi que la prestigieuse croix de Maria Cristina première classe. Sa promotion suivit rapidement au grade de capitaine en 1916, commandant en 1917, faisant de lui le plus jeune de l'armée espagnole à l'époque, puis il devint ensuite le second commandant de la Légion espagnole en 1920 et plus tard le plus jeune général d'Europe, à seulement 33 ans en 1926. Fondée par le lieutenant-colonel José Milan Estré en 1920, la Légion espagnole était calquée sur la célèbre Légion étrangère française, remplissant ses rangs de soldats venus de pays étrangers et recrutant des officiers espagnols expérimentés pour les commander. Ils étaient en garnison au Cuartel del Rey à Ceuta, Plaza de Colón. Les motivations de ceux qui rejoignaient la Légion espagnole allaient du patriotisme et des idées romantiques de bravoure aux déserteurs des armées nationales, à l'exil et aux petits criminels cherchant nourriture, abri et solde. Certains recrues avaient été démobilisés après la Grande Guerre, mais voulaient rester dans leur métier, préféraient le service actif au combat ou servir dans un environnement colonial. Associés à l'exotisme et à l'aventure, certains voyaient la Légion comme une occasion de découvrir le monde. C'était aussi une destination pour les travailleurs migrants qui ne trouvaient pas d'emploi, étaient bloqués ou avaient été licenciés après des grèves. Beaucoup sont entrés dans la Légion parce qu'ils étaient à désespérer, ivres ou enrôlés de force, c'est-à-dire contraints, trompés ou intimidés. Quelques-uns, en effet, avaient échappé à un mariage malheureux, à une crise de vie ou même à la justice. Fin de citation. Gagnant rapidement le surnom de fiancé de la mort, pendant l'insurrection du Rif, la Légion a instauré un culte de la violence, du martyre et de la ferveur patriotique, qui était à la fois salué dans les journaux nationalistes et semait la terreur parmi les Amazighs autochtones. Des récits horribles de mutilations, de décapitations, de chasse aux trophées humains et d'immolations aussi bien des combattants ennemis que des civils ont rapidement circulé. Défilant avec plusieurs têtes plantées sur des baïonnettes ou les envoyant par la poste dans des paniers, la Légion est devenue tristement célèbre pour cette violence excessive, qui dans certains cas était même pratiquée et encouragée par les officiers. Fin de citation. À peine une semaine après le coup d'État initial, deux autres puissances fascistes européennes, l'Allemagne et l'Italie, ont promis leur soutien à la rébellion sous forme d'armement, de véhicules, de munitions et de moyens de transport, espérant une victoire rapide et un nouvel allié. Dans le but d'éviter le blocus naval républicain du détroit de Gibraltar qui sépare l'Afrique du Nord du continent européen. La Légion espagnole et les Fuerzas Regulares Indígenas ont utilisé des avions de transport allemands Junker 52 et des Savoia Marchetti 81 italiens pour transporter leurs troupes d'élite, leur artillerie et leur équipement lors de la première opération de pont aérien réussie. Pendant plus de 85 jours, de juillet à octobre, environ 14 000 soldats et un peu moins de 300 tonnes de matériel de guerre ont été acheminés par avion en Espagne. Principalement par des pilotes et ingénieurs étrangers, portant un coup dévastateur aux forces républicaines. Au fur et à mesure que la révolte se muait en guerre civile, la division se faisait criante dans l'Espagne. Les centres urbains, où les syndicats et les ouvriers étaient profondément ancrés dans le tissu même de la société, restèrent en grande partie républicains, notamment dans les régions farouchement anticentralistes de Valence et de Catalogne ou dans la capitale Madrid.
les zones rurales du centre-nord et du nord-ouest tombèrent sous le contrôle des rebelles qui tiraient leur soutien populaire des classes conservatrices, anti-progressistes et de la paysannerie religieuse. Cependant, dans les zones contrôlées par les rebelles, où le soutien public au coup d'État n'était pas offert, une répression violente fut rapidement exercée pour écraser la résistance. Dans la ville portuaire de Vigo, les protestations et les manifestations furent accueillies par des massacres et des effusions de sang. Les commandants militaires locaux ont exterminé toute forme d'opposition. Des centaines de rivaux politiques, syndicaux, maires, avocats, enseignants, médecins, marins et ouvriers ont été assassinés par leurs propres camarades soldats. Dans les villages et les villes, les gens étaient forcés de choisir un camp, moins en fonction de leurs croyances, en l'idéologie républicaine ou nationaliste, mais plutôt à cause de la menace immédiate qui pesait sur leurs proches. Ceux qui avaient manifesté, ne serait-ce qu'une vague sympathie républicaine, se sentaient en soudain obligés de s'aligner publiquement avec les nouvelles autorités rebelles pour protéger leur famille, même si cela signifiait trahir des amitiés et des allégeances personnelles. Fin de citation. En l'absence de toute autorité policière ou judiciaire significative, et dans certains cas même fonctionnelle, l'anarchie et les représailles brutales de justiciers se sont rapidement répandues dans de nombreuses régions du pays, alors que toutes sortes de comptes personnels étaient réglés, ainsi que des actes de criminalité pure et simple commis sous couvert de justice révolutionnaire. La violence anticléricale était également répandue dans les territoires contrôlés par les républicains, avec l'assassinat de près de 7000 membres du clergé, des profanations massives et l'exhumation de tombes de personnalités, représentant une réaction ignoble contre la main traditionnellement anti-progressiste et dominatrice de l'Église. Citation. Dans les territoires républicains, l'objectif de certains individus était de tuer comme moyen d'atteindre la tabula rasa ou une page blanche, et avec elle un monde nouveau et audacieux. Dans les zones rebelles, le meurtre était largement perçu comme une action purificatrice, destinée à débarrasser la communauté des sources de pollution et des dangers qu'elle représentait. Éliminer les personnes qui symbolisaient le changement culturel et représentaient ainsi une menace pour les anciennes façons d'être et de penser. Les enseignants progressistes, les intellectuels, les ouvriers autodidactes, les femmes modernes, celles connues pour avoir des idées, le fait de penser par soi-même étant considéré comme doublement répréhensible chez les femmes. La violence était dirigée contre ceux qui étaient différents socialement, culturellement et sexuellement. Alors que la Légion et l'armée d'Afrique avançaient rapidement vers le nord, elles balayaient cruellement toute résistance sur leur passage. L'opposition ne venait pas d'une milice entraînée, comme on le prétend souvent, mais de simples civils armés de tout ce qu'ils pouvaient en trouver, qui luttaient en vain contre des chars, des bombardiers et une infanterie d'élite du XXe siècle. Des massacres stratégiques, la torture, le viol systématique des fosses communes, la déshumanisation, le massacre et la tuerie jonchaient à leur passage, réduisant la population pro-républicaine d'Espagne à de simples cibles pour des exercices de tir ou à des sujets pour une cruauté sadique. Le sud de l'Espagne est devenu un champ de massacres avec des estimations allant de 38 000 à 130 000 exécutions pendant la guerre. De façon effroyable, 50 à 70% de toutes les exécutions menées par l'ensemble du régime de Franco, de 1936 jusqu'à 1975, ont eu lieu rien que pendant les 3 premiers mois de la guerre civile. Située à Extremadura sur la côte ouest de l'Espagne, la ville frontalière fortifiée de Badajoz se trouve sur les rives du fleuve Guadiana, près de la frontière portugaise, et on pense qu'elle a été fondée dès le 8e siècle. Après des pertes désastreuses, Badajoz est restée la seule position républicaine sur la frontière portugaise en août 1936. Un avant-poste vital, bientôt isolé des renforts par les forces nationalistes très mobiles qui souhaitaient unir leurs forces du nord et du sud tout en sécurisant leur flanc ouest. À l'intérieur des anciennes murailles de la forteresse, 500 soldats réguliers et environ 3 à 4 000 miliciens républicains, hommes et femmes confondus, sous le commandement du colonel Ildefonso Puy-d'Andolas y Ponce de León, se préparaient au siège inévitable, armés d'un vieil assortiment d'armes légères, de mitrailleuses légères et d'artillerie de petit calibre.
Face à eux, le lieutenant-colonel Juan Yagüe y Blanco, l'un des officiers d'origine de l'armée espagnole qui s'était révolté aux côtés de Franco, apportait avec lui la puissance combinée de la machine de guerre espagnole, allemande et italienne. Un peu moins de 3000 légionnaires espagnols, 750 fantassins marocains et pas moins de 5 batteries d'artillerie complètes, soit environ 30 canons allant des pièces antichars de 37 mm aux canons de campagne de 75 mm et aux redoutables obusiers de 150 mm. Le 14 août au matin, des bombardiers de l'armée de l'air sont venus soutenir les troupes en attaquant Badr Hoth. Depuis 3 jours, Badr Hoth avait été pilonné presque sans interruption par l'artillerie et les bombardements aériens, réduisant une grande partie des anciennes défenses en poussière et en gravats, et remplissant la ville de réfugiés terrifiés. Dans un acte de négligence flagrante, vers 9 heures, Puidendolas et un corps d'autorités locales ont fui de l'autre côté de la frontière vers le Portugal avant même que la bataille n'ait commencé. Les régulaires marocains ont aisément pris d'assaut les murs sud de la ville. Les défenseurs se sont soit effondrés sous l'offensive, soit ont déposé les armes et fait défection aux nationalistes. Mais à la Puerta de la Trinidad, ou porte de la Trinité, l'assaut des rebelles a été stoppé par une unité extrêmement courageuse du Cuerpo de Carabineros. Les Carabineros retranchés dans une position défensive préétablie à la porte, armés d'une mitrailleuse et soutenus par des fusiliers et un vieux canon de campagne, ont fauché des vagues entières de la légion espagnole attaquante lors d'une résistance acharnée. Une compagnie du 4e bataillon a perdu 76 de ses 90 légionnaires, ainsi que tous ses officiers sauf un. Malgré ces pertes, la Légion espagnole a de nouveau attaqué les barricades, parvenant cette fois à traverser le feu dévastateur et à nettoyer la position. Dans une autre zone, une cinquantaine de miliciens étaient retranchés dans la cathédrale, tirant sur le chaos en contrebas jusqu'à ce qu'ils manquent finalement de munitions et soient délogés. Une fois passés les carabiniers, le 4e bataillon a rejoint les autres légionnaires et les régulars et a commencé à poursuivre les défenseurs restants dans les rues de la ville, éliminant le plus souvent les survivants à la baïonnette ou au couteau de tranchée lors de combats rapprochés brutaux. Des combats sporadiques ont continué toute la nuit, mais au petit matin, Badajoz appartenait aux rebelles. Les événements qui ont suivi la bataille ont valu à Juan Yagüe y Blanco le sinistre surnom de boucher de Barahote, car sur ses ordres, environ 4000 civils non armés ont été massacrés dans les jours qui ont suivi la victoire, exécutés chez eux ou cherchant refuge dans la cathédrale et de façon encore plus horrible, rassemblés dans la plaza de Toros. Ici, dans les arènes de la ville, des mitrailleuses et des pelotons d'exécution entouraient les hommes, femmes et enfants innocents alors qu'ils étaient alignés au centre, les abattant en masse avant que le prochain groupe de prisonniers ne soit amené par camion pour subir le même sort. Leurs corps furent ensuite brûlés dans des fosses couplots communes. Un journaliste a rapporté le 15, je cite, « Environ 200 personnes ont été fusillées par un peloton d'exécution. Nous avons vu les trottoirs de la Commandancia Militar trempés de sang et les arrestations ainsi que les exécutions de masse continuant dans les arènes. Les rues sont balayées par les balles, couvertes de verre, de tuiles et de corps abandonnés. Rien que dans la Calle San Juan, il y a 300 cadavres d'Zinezda. Ayant Madrid dans leur ligne de mire, les forces nationalistes contrôlent désormais l'ouest de l'Espagne, de la Corogne au nord jusqu'à Cadix au sud, englobant toute la frontière avec le Portugal. Au cours de la guerre, plus de 32 000 volontaires étrangers ont combattu pour la nation, la majorité soutenant la cause républicaine, mais un nombre non négligeable appuyant également les rebelles nationalistes. Pour les volontaires républicains allemands, italiens et autrichiens, cela offrait l'occasion de combattre le fascisme après avoir fui les régimes de leur pays d'origine, tandis que les volontaires britanniques, américains et français, désabusés par la politique de non-intervention de leur gouvernement, considérèrent la guerre comme un impératif moral. Si les puissances démocratiques ne stoppèrent pas le fascisme, eux le feraient. Les volontaires, qui formaient bien les brigades internationales de gauche ou brigadas internationales, étaient officieusement soutenus par l'Union des républiques socialistes soviétiques qui considérait la guerre comme un gouvernement populaire assiégé par des forces réactionnaires et le terrain idéal pour l'essor de l'idéologie socialiste.
Créées par le Comintern, l'internationale communiste, en octobre 1936, les brigades étaient organisées sous l'égide du Parti communiste espagnol, alignées sur l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais elles attiraient des combattants de nombreuses tendances de gauche, y compris des anarchistes, des trotskistes et des antifascistes non affiliés. Elles étaient divisées en plusieurs divisions. La 11e brigade internationale était principalement composée de volontaires allemands, autrichiens et d'Europe centrale. La 12e brigade comprenait des Italiens, des Hongrois et des Polonais. Les combattants des Balkans formèrent la 13e brigade et les Français, Suisses et Belges la 14e, tandis que la 15e brigade accueillait des volontaires britanniques, irlandais, américains et canadiens. Cette dernière brigade comprenait des unités qui étaient devenues le symbole des idéaux romantiques d'aventure et d'héroïsme tragique. Le bataillon britannique, la colonne Connolly irlandaise, le bataillon Abraham Lincoln américain et le bataillon Mackenzie et Papineau canadien dans les rangs desquels ont servi Ernest Hemingway, William Henry Oden, Felicia Brown et Tom Winteringham. À propos de ces volontaires internationaux, la propagande franquiste proclamait, je cite, « Ils étaient une armée de criminels constituée par la lie de la terre, le rebut de ses prisons, asiles d'aliénés, foyers de sans-abri et bordels. » En Espagne, ces hommes ont agi selon leur réputation. Ils étaient donc naturellement des cibles faciles pour la police secrète et des soldats sacrifiables pour l'armée de Franco. Une bande d'aventuriers, des hommes habitués à une vie de dépravation dont les mains avaient déjà été souvent tachées de sang. De l'autre côté, peut-être les plus tristement célèbres des volontaires pro-Franco, même si leurs exploits et leur efficacité ont été extrêmement exagérés, sont les chemises bleues fascistes d'Owen O'Duffy, qui furent rattachés à la Légion espagnole en tant que 15e Bandera ou bataillon 15. O'Duffy, un intrigant politique inefficace et un piètre tacticien, était à la fin d'une carrière politique désastreuse en tant qu'ancien président de Fine Gael lorsque la guerre a éclaté. Compte tenu du climat politique qui régnait en Irlande après la guerre d'indépendance anglo-irlandaise, il y vit une occasion de relancer sa carrière et de gagner le soutien du puissant clergé irlandais, farouchement anti-républicain. Partant pour l'Espagne, en septembre 1936, O'Duffy se vanta auprès de la presse de disposer de 20 000 volontaires irlandais prêts à se battre. Des croisés gaéliques qui s'étaient couverts de sang lors de la rébellion contre l'Angleterre. Pourtant, il arriva dans le pays avec moins de 700 hommes, dont beaucoup ne savaient ni se battre, ni élaborer de stratégie. Bien qu'ils aient d'abord été optimistes à l'idée d'avoir le soutien de ces guerriers aguerris, les rebelles ont vite changé d'avis à l'égard des chemises bleues irlandaises, surtout parmi la Légion espagnole, après qu'O'Duffy ait refusé un ordre de participer à une attaque près de Madrid en 1937. Un refus pour lequel tout autre officier aurait été fusillé. Restés dans le pays seulement 6 mois, les chemises bleues sont rentrées en Irlande au printemps de 1937, la queue entre les jambes, n'ayant participé qu'à 2 engagements mineurs et insignifiants et ayant été renvoyées chez elles par Franco, qui considérait que leur maigre activité ne représentait rien de plus qu'une petite mésaventure pathétique. Malgré leur nombre considérable et leur dévouement commun à la cause des volontaires républicains et nationalistes, le nombre de morts parmi eux fut énorme. Au moins 20% des brigadistes allaient perdre la vie. Au début de 1937, la guerre était devenue une lutte longue et sanglante. En février, la bataille de Jarama a tenté d'empêcher les forces nationalistes de couper la route principale entre Madrid et Valence, et bien que les républicains aient réussi à tenir la route, la bataille fut indécise et coûteuse. Cela fut suivi en mars par la bataille de Guadalajara qui dura 2 semaines, où les forces italiennes pro-Franco subirent une défaite importante face aux républicains, aidés par les brigades internationales. Guadalajara fut l'une des rares victoires républicaines et servit donc de triomphe de propagande sapant le prestige supposé des troupes italiennes.
Avec l'objectif nationaliste fixé sur la conquête du nord industriel, la campagne au Pays Basque, en particulier le tristement célèbre bombardement de Guernica en avril par les avions de la Légion Condor pilotés par des Allemands, a choqué en visant délibérément les civils, annonçant de façon terrifiante les horreurs à venir pendant la Seconde Guerre mondiale. La chute de Bilbao en juin puis de Santander en août marqua une avancée nationaliste constante et en octobre, Gijón était également tombé, plongeant tout le front nord sous contrôle nationaliste, et privant ainsi les forces républicaines de ressources industrielles et de main-d'œuvre essentielle. En 1938, le conflit avait de plus en plus tourné à l'avantage de Franco. En mars, les forces nationalistes lancèrent l'offensive d'Aragon, brisant les lignes républicaines et écrasant leurs positions défensives à l'aide d'une artillerie lourde et de bombardements aériens, atteignant la ville orientale de Vinaroz et donc la Méditerranée le 15 avril, divisant ainsi effectivement le territoire tenu par les républicains en deux et isolant la Catalogne du reste de l'Espagne. Cette offensive a démontré la supériorité croissante des forces nationalistes, en particulier dans leur coordination, leur mécanisation, leur mobilité aérienne et leur puissance de feu écrasante, principalement grâce au soutien continu de l'Allemagne nazie et de Mussolini en Italie. En réponse, les républicains lancèrent de leur contre-attaque la plus vaste et la plus ambitieuse lors de ce qui allait être connu sous le nom de la sanglante bataille de l'Èbre, de juillet à novembre 1938, le plus grand, le plus long et sans doute l'affrontement le plus décisif de toute la guerre. Conçue pour rétablir leur ligne défensive et inverser une partie de l'élan des rebelles, la bataille montra d'abord des signes prometteurs pour les 80 000 soldats républicains lorsque, le 25 juillet, ils traversèrent l'Èbre lors d'une attaque surprise sous le couvert de l'obscurité, capturant la ville de Gandesa et réalisant des avancées significatives dans la région de Terra Alta. Néanmoins, les nationalistes regagnèrent peu à peu du terrain, grâce à une puissance de feu supérieure, au soutien aérien allemand et à une artillerie massive. Franco refusa de se laisser entraîner dans une bataille de mouvement et décida plutôt d'épuiser les défenseurs par une guerre d'usure impitoyable et des combats de tranchées sous le soleil brûlant de l'été. Après des mois de combats éprouvants et d'énormes pertes, en octobre, les républicains étaient en retraite, n'ayant pas réussi à percer à Gandesa, clé de l'avancée vers la côte, et manquant de stocks de guerre et de ravitaillement. Finalement, ils se replièrent complètement de l'autre côté de l'Èbre le 16 novembre. La bataille avait épuisé la capacité militaire, les effectifs et le moral des républicains et marqua le tournant décisif de la guerre. Après l'Èbre, ils n'avaient plus la capacité de lancer d'autres opérations de grande envergure. Culminant avec l'offensive de Catalogne, de décembre 1938 à février 1939, les forces rebelles prirent Barcelone le 26 janvier 1939, alors que l'organisation et l'unité parmi les troupes républicaines en défense se désintégraient. En mars, des divisions internes avaient fatalement affaibli les républicains. Le Premier ministre Juan Negrín proposa de poursuivre la résistance, espérant le déclenchement d'une guerre européenne qui n'arriverait finalement qu'en septembre. Mais il fut opposé par les autres dirigeants républicains, parmi lesquels le colonel de l'armée espagnole Segismundo Casada López qui mena un coup d'État contre Negrín. Casado espérait négocier une paix avec Franco, qui refusa habilement toute condition de reddition et ordonna à ses forces de poursuivre l'offensive. Ils entrèrent dans Madrid le 28 mars, sans résistance significative, et Franco déclara la victoire nationaliste le 1er avril, mettant fin à 3 longues années de bains de sang. Franco établit rapidement une dictature autoritaire personnaliste qui dura jusqu'à sa mort, le 20 novembre 1975. Il imposa une censure stricte, l'interdiction des partis politiques et des syndicats, ainsi qu'une répression généralisée comprenant des exécutions et l'emprisonnement des dissidents. Le soi-disant caudillo symbolisait le pouvoir centralisé, l'influence militaire et la suppression des identités régionales. Initialement aligné sur les principes fascistes via le parti Phalange, Francisco Franco a peu à peu éloigné son régime des puissances de l'Axe après leur défaite lors de la Seconde Guerre mondiale.
Sur le plan économique, l'Espagne a connu une stagnation pendant la Seconde Guerre mondiale, aggravée par des politiques autarciques, mais cela a évolué vers une libéralisation et une croissance durant les années 1950 et 60, dans ce que l'on appelle le miracle espagnol. En repositionnant l'Espagne comme farouchement anticommuniste durant la période de la guerre froide, Francisco Franco a obtenu le soutien tacite de l'Occident, autrefois ennemi, malgré sa dictature flagrante. Le régime de Francisco Franco n'a finalement pas réussi à empêcher la démocratisation qui a suivi sa mort, puisque la nation est revenue une fois de plus à la démocratie.